Alors, le saphir, il est utilisé où et pourquoi? Alors, je vais vous demander, pour toute personne qui a plus de 3 pièces de saphir sur lui maintenant, en plus de votre montre et en plus de potentiels bijoux, levez s'il vous plaît la main si vous avez plus que 3 pièces de saphir. Oui, je vois quelques mains levées. En fait, je pense que vous avez tous plus de 3 pièces de saphir actuellement, car vous avez probablement un smartphone. Sur votre smartphone, vous avez probablement au minimum 2 caméras, un éclairage LED, et vous avez aussi un écran. Donc vous avez déjà 4 pièces de saphir sur vous en ce moment. Donc le saphir, il est utilisé dans beaucoup de domaines différents, dans l'industrie automobile, dans l'industrie, bien sûr, horlogère, les équipements électroniques, mais aussi les milliers de milliards de LED qui sont produites chaque année. Et pourquoi? Parce que le saphir a des propriétés assez extraordinaires. Propriétés optiques, grande dureté, comme ça on ne peut pas le rayer facilement, résistance aux agressions chimiques, également aussi très bonne conductibilité thermique. Je vous ai apporté aujourd'hui une pièce de saphir ici de 260 kg. C'est un seul cristal. Cette pièce, pour la fabriquer, il a fallu faire fondre 260 kg d'oxyde d'aluminium pendant 2 à 3 semaines. Et donc, cette pièce a consommé, pour la fabrication, 66 000 kWh d'électricité. Ça veut dire quoi? 66 000 kWh d'électricité. En fait, la maison dans laquelle je vis, dans son ensemble, va pouvoir fonctionner pendant 5 ans avec cette quantité d'énergie. Alors, l'objet d'aujourd'hui, c'est d'analyser la partie du saphir vis-à-vis de la partie de la montre d'un point de vue impact écologique. Pour ce faire, nous avons contacté la HES-SO pour faire cette analyse. Ensuite, nous avons pris les résultats et nous nous sommes penchés plus en détail sur l'aspect du saphir. Et je vais terminer la présentation en montrant différentes solutions pour réduire cet impact du saphir. Donc la montre qui a été analysée, à plus ou moins 40 mm de diamètre, c'est une montre en acier, remontage mécanique, et nous avons un petit dôme de saphir sur cette montre. Les premiers résultats de l'analyse, mais avant d'aborder ceci, je dois dire qu'il faut définir les termes. Il y a 2 termes importants qu'il faut retenir. C'est l'énergie grise, c'est en fait toute l'énergie nécessaire pour fabriquer la pièce jusqu'au moment où elle arrive dans vos ateliers. Ensuite, vous y ajoutez une énergie d'usinage pour amener de la valeur ajoutée à votre pièce. Donc, bien faire la distinction. Donc, les résultats faits par le docteur Weber de la HES-SO et ses élèves montrent qu'au niveau énergie grise, nous avons à peu près 6% de l'énergie grise est liée au saphir, tandis que 61% de l'énergie d'usinage est nécessaire pour les saphirs. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, probablement à cause de la dureté du matériel. Nous avons donc décidé de regarder un peu plus en détail côté saphir. Et nous avons été chercher les données chez les différents fabricants de saphirs en Europe, mais également en Asie. Alors, si vous prenez la fameuse carotte Verneuil, vous en produisez 100, il y en a déjà 10 qui sont éliminées parce qu'elles ont des défauts de fabrication. Elles ont éclaté lors de la stabilisation, elles n'ont pas la forme adéquate, par exemple. Ensuite,
vous avez cette carotte de saphir, vous allez en extraire un cylindre en meulant la carotte, en coupant la tête, en coupant le bas. Donc vous allez perdre à peu près 58% de la matière. On continue le process. La méthode de croissance Verneuil implique toujours des défauts. C'est impossible de faire un saphir industriel sans défaut. Il y a à peu près 13% de défauts dans une carotte Verneuil. Ensuite, vous allez la sectionner en différents préparages. Donc, vous avez les épaisseurs de votre fil qui va manger de la matière. Vous allez meuler chaque préparage, vous allez polir chaque préparage, et vous allez donc encore perdre 14% de la matière. Donc, au total, vous n'utilisez que 28% de la matière produite. C'est relativement traditionnel dans l'industrie horlogère. Effectivement, vous prenez un engrenage, ça représente une très faible partie du bloc d'acier utilisé pour ce faire. Donc, ça veut dire que pour un préparage qui pèse aux environs de 4 à 5 grammes, vous avez besoin de 16 grammes de saphir brut, et pour un dôme de saphir, vous avez besoin parfois de plus de 70 grammes de saphir brut. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau impact émission de CO2? Ça fait à peu près 1 kg de CO2 pour une glace de plat, mais c'est surtout 8 kWh. Alors de nouveau, 1 kWh, 8 kWh, pour faire simple, c'est un fer à repasser qui est utilisé pendant 8 heures. Si c'est une glace en forme de dôme, c'est 36 kWh. Je vous laisse faire la multiplication, à peu près 20 millions de glaces de saphir produites en Suisse par année, multipliées par une valeur comprise entre 8 et 36 kWh. Vous avez besoin d'une centrale nucléaire qui tourne pendant 7 jours dans le cadre d'une glace de plat et qui va tourner pendant 1 mois pour créer des glaces bombées. Nous avons donc repris ces chiffres et réinjectés dans l'analyse faite par le docteur Weber, et on se rend vite compte que le saphir a l'impact majeur au niveau environnemental lorsque l'on le compare à l'impact, au footprint de la montre en général. Maintenant, nous avons décidé de pousser l'analyse un peu plus loin et nous nous consacrons ici à 3 méthodes de production. Vous avez la carotte Verneuil, je viens d'en parler. Il y a aussi 2 méthodes, autres méthodes, le Chiropoulos, mais aussi une méthode HEM. Verneuil utilise 1800 kJ par gramme, Chiropoulos aux environs de 900, et une autre méthode, HEM, qui consomme 5 fois moins que la méthode Verneuil. De nouveau, ici, nous avons appliqué toute une série de scrapping factors, le facteur de forme, les rendements, etc. Et si on imagine que dans le futur, l'industrie va faire un mix de ces 3 méthodes, pour l'instant, c'est essentiellement du Verneuil qui est utilisé, mais vu la situation géopolitique et vu le Covid, il y a eu d'énormes problèmes d'approvisionnement de saphir et l'énergie coûte de plus en plus cher. Donc, il est relativement clair qu'il y a probablement la méthode HEM va être une méthode qui va monter en puissance. Donc, vous l'aurez compris que si on veut réduire l'impact environnemental de l'industrie horlogère, il faut d'abord s'attaquer au saphir. Comment peut-on faire? En fait, j'ai eu le bonheur de visiter la manufacture Panerai la semaine passée et je dois dire que l'industrie horlogère,
au niveau industrie 4.0 de ce paradigme, vous êtes au top. Vous avez digitalisé tous les process. Vous avez un mélange de process manufacture manuelle, mais vous surveillez tout d'une manière digitale. Si vous regardez du côté de vos suppliers, ce n'est pas du tout le cas. Dans l'industrie du saphir, c'est beaucoup plus difficile. Alors, comment peut-on faire? L'industrie du saphir, pour l'instant, fait toujours le contrôle manuel. On peut y introduire un contrôle de qualité digitale. Et si vous avez un contrôle de qualité digitale, vous pouvez automatiser et améliorer beaucoup de ces process. Par exemple, si je reviens à mon exemple du bloc des saphirs, je vous invite, après la conférence, à venir essayer de détecter les 3500 défauts présents dans ce bloc, des défauts qui ont une taille entre 15 et 100 microns, et de me donner la position exacte. Aujourd'hui, 95% des contrôles dans l'industrie du saphir sont faits manuellement. Qu'est-ce que nous proposons? Vous voyez ici à gauche un bloc de Chiropoulos, extrêmement difficile de détecter les défauts. Avec nos scanners, nous parvenons à détecter en 3 dimensions l'ensemble des défauts. Et si vous avez la position de vos défauts, vous pouvez optimiser l'usinage par après, où vous allez carotter, avec quelle dimension vous allez carotter. Une autre possibilité, lorsque vous avez votre cylindre de saphir, il y a des défauts dedans, bien sûr. Mais vous pouvez guider votre scie à multifils de telle manière qu'une majorité des fils vont éliminer certains défauts. Par exemple, vous prenez cette carotte Verneuil, il y a quelques défauts dedans. Si vous la coupez en préparage, vous allez avoir, par exemple, ici de manière aléatoire, vous allez avoir 21 préparages bons. Si vous connaissez la position des défauts auparavant, nous pouvons optimiser comment on va la couper. Et dans cet exemple réel, nous avons gagné 2 préparages. Vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, mais 2 préparages sur 21, vous avez gagné 9%. Si vous avez gagné, vous réduisez votre impact environnemental. Autre exemple, lorsque vous créez une glace bombée, il y a beaucoup de matière qui est enlevée. Si vous n'avez pas de chance, peut-être que vous n'allez pas enlever un défaut dans le volume, mais si vous inversez le dôme, vous allez pouvoir quand même avoir un bon dôme par après. Donc ce que nous avons fait, nous avons pris un mixte de différents types de croissance, Verneuil, Chiropoulos et HEM. Nous avons simulé ici les différentes améliorations que nous pouvons amener. Les défauts à l'origine, on peut les réduire peut-être d'1 point. On peut améliorer le form factor de 40% à 45%. On peut améliorer la qualité du saphir probablement de 2 points, etc. Donc au total, au lieu d'avoir une moyenne de récupérer que 28 ou 29% du saphir, on pourrait récupérer plus de 35% du saphir. Ce qui veut dire qu'au lieu d'utiliser ou de consommer pour produire 1 gramme de glace finie, il vous fallait auparavant 3600 kJ. En améliorant les process, on peut aisément arriver à moins de 3000. Si on traduit ça en équivalent CO2, en prenant la moyenne mondiale du ratio kilowattheure émission CO2, vous gagnez, pour les 21 millions de glaces produites chaque année,
10 000 tonnes de CO2. 10 000 tonnes de CO2, ça représente quoi? Ça représente 10 000 voitures qui vont parcourir 10 000 kilomètres par année, ou ça représente la consommation à peu près d'une ville de 2300 habitants. Notre vision, c'est de produire plus intelligemment pour impacter moins l'environnement. Nous analysons les blocs de cristaux industriels une fois au début du process et avec la signature digitale complète, nous pouvons guider l'usinage dans toutes les opérations jusqu'au produit fini. Et nous le faisons grâce à vous, les horlogers, parce que nous avons d'abord attaqué l'industrie du saphir. Maintenant, nous avons étendu notre technologie avec différents types de scanners à différents types de cristaux. Le calcium fluoride, le spinel, lithium tantalate, lithium niobate, KPT, LBO. Ce sont tous des cristaux qui sont utilisés dans différents types d'industries. Donc, je dirais en conclusion, oui, la montre a un impact environnemental et la majorité de cet impact environnemental provient du saphir. Nous avons la technologie pour réduire ce footprint. Nous avons besoin des horlogers et que les horlogers travaillent avec leurs fournisseurs dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Falise. Voilà. Je viens vers vous. Quel est votre rêve? Ah, Céline, ça c'est la question, je ne m'y attendais pas. Non, mais je dirais, mon rêve, je le vis au jour le jour, et au risque de plagier Laurence Rochat hier, je veux dire, c'est au moment où on sort de sa zone de confort que l'on vit. Et je peux vous assurer que toutes nos équipes d'ingénieurs, on vit très intensément tous les jours. Parce que le challenge, il est énorme et nous fait grand plaisir. Donc, je veux dire, on est très, très satisfait. Et amener cette industrie, la digitalisation au niveau de l'industrie des cristaux industriels, c'est vraiment notre objectif et l'impact au niveau environnemental va être significatif. Bah, si vous vivez votre vie aussi intensément que ce cristal que nous amenez aujourd'hui, waouh! C'est quoi votre vision et où voyez-vous votre entreprise? Alors, nous avons commencé par les saphirs. Il y a beaucoup de cristaux, d'autres cristaux industriels. Chaque année, il y a des nouveaux cristaux qui sont créés et qui sont utilisés dans différents segments de l'industrie. Nous voulons et nous sommes en phase de devenir les leaders mondiaux pour l'analyse de tous les cristaux industriels. Et je pense qu'on peut impacter positivement l'environnement avec ça et on peut aider les entreprises, mais aussi améliorer leur marge bénéficiaire. Mmh. Donc c'est quelque chose qu'on a entendu et sur lequel on se questionne. Hein. Est-ce que ça coûte plus cher de le faire ou pas? Mmh. Alors, bien sûr, il y a un coût pour utiliser les équipements, mais le retour sur investissement est extrêmement court. Nous parlons de retours sur investissement qui sont en général en dessous de 12 mois. Il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, toutes les industries qui font le saphir au sommet du Jura tournent un jour par semaine pour produire des pièces qui vont à la poubelle ou qui sont recyclées. Mais recycler, ça veut dire que vous devez refondre, donc vous reconsommez toute l'énergie. Est-ce que ce que vous nous avez présenté, c'est aussi adaptable au rubis? Alors, oui, le rubis est un cristal industriel. On peut analyser les rubis, on peut même voir la forme de l'olivage
Et j'ai compris ce matin que la forme de l'olivage est très importante si on veut avoir le bon repère. Hein, parce que si ce n'est pas bien fait, on va perdre de l'énergie, d'après ce que j'ai compris. Mais je ne suis pas un expert dans le domaine. En tout cas, c'est une terminologie très rigolote. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais de l'olivage. Comment se crée le verneuil et quel élément de base actuellement? Alors, la carotte verneuil est créée via un chalumeau d'oxygène et d'hydrogène. Ça fait une flamme qui est bien au-dessus des 2050 degrés. Et on fait tomber de la poudre sur cette flamme. Et on a un germe. Et petit à petit, on crée une cristallisation comme ça. Ça consomme énormément d'énergie. Et il y a énormément, parce qu'on ne parvient pas à isoler convenablement les chalumeaux. Si vous visitez un endroit où on fait du verneuil, même en plein hiver, vous avez des températures à l'intérieur de 35-40 degrés. C'est énorme. Combien consommerait par an la technologie que vous nous avez présentée? Alors, quand j'ai parlé, on a fait une étude pour les technofonds en Suisse. Nos systèmes consomment que 1% du gain qu'ils parviennent à mener. Donc, c'est tout à fait négligeable. Et quelle est l'empreinte du verre minéral par rapport au saphir? Ah, ça, c'est une colle, ça. Parfait. Je pense qu'il doit au moins avoir un facteur minimum de 5, hein, parce que le verre se fond à des températures extrêmement basses, enfin basses de l'ordre de 300 à 400 degrés. C'est une substance polymorphe, donc ça n'a rien à voir, quoi. Et quelqu'un vous demande comment est-ce qu'on peut recycler le saphir? Est-ce qu'il y a une filière pour cela? Alors, le saphir se recycle très bien parce qu'il est inaltérable. Donc vous reprenez du saphir, vous le cassez, vous avez de la poudre de saphir qu'on appelle des crackles et vous pouvez les refondre. Le problème, c'est l'énergie nécessaire pour refondre, casser la cristallisation et refaire une cristallisation. Donc, lorsque vous recyclez le saphir, vous économisez uniquement, mais c'est déjà bien, l'oxyde d'aluminium, la poudre d'oxyde d'aluminium. C'est ça que vous économisez. En fin de présentation, vous avez parlé d'autres saphirs. Quelle est la destination ou l'application? Alors, le saphir est utilisé, par exemple, dans le domaine médical pour faire des endoscopes. Pourquoi? Parce que les instruments médicaux doivent être correctement stérilisés. Donc, on les passe à haute température et avec des produits relativement agressifs. Ça, c'est une utilisation. Il est aussi utilisé dans l'industrie de la défense, par ses qualités optiques grâce à sa dureté. Il est utilisé dans beaucoup de domaines optiques, dans les instruments de vision. Combien consomment les appareils de mesure optique? Ont-ils été pris en compte dans le calcul? Oui, nous avons tenu en compte que nos systèmes consomment de l'ordre de 2 kWh, mais ça parvient à économiser beaucoup plus en fin de boucle. Et est-ce qu'on pourrait avoir un rendement au-delà des 80% et quelles seraient les prochaines améliorations dans ces process? Alors, je pense que dans le domaine horloger, on souffre beaucoup du ratio matière première, poids de l'objet final. Vous avez toujours 80% qui finissent en copeaux, qu'on peut recycler, mais les recycler redemandent de l'énergie. Je ne peux pas dire quel process on pourrait utiliser pour vraiment diminuer. Il y a déjà un facteur 5 entre Verneuil et la croissance HEM. Donc ça, c'est un grand progrès. Je pense que l'industrie doit se concentrer et est en train de le faire maintenant pour adopter d'autres méthodes de production. Il y a aussi une méthode dont je n'ai pas parlé, qui est le saphir étiré. Nous ne l'avons pas mentionné ou inclus dans notre étude parce que nous n'avons pas obtenu de la part de plusieurs fabricants les données d'énergie nécessaires pour faire du saphir étiré. Tandis que dans le cadre de Verneuil et Chiropoulos,
nous avons pu croiser les données entre plusieurs fabricants, après plusieurs interviews, pour vraiment calculer ce qui est perdu à chaque étape. C'est pour ça que nous sommes arrivés à des taux d'utilisation d'énergie beaucoup plus hauts que l'étude initiale faite par la HESSO. Et peut-être pour conclure, en tant que société technologique, quel est votre message à l'industrie horlogère? Je pense que l'industrie horlogère est une industrie qui est leader et qui peut montrer l'exemple à beaucoup d'autres industries, notamment en microtechnique. Je pense qu'il est temps que l'industrie horlogère se préoccupe un peu plus du saphir et montre l'exemple, parce que le saphir est utilisé dans beaucoup d'autres industries. L'industrie horlogère représente de l'ordre de 5% de la consommation du saphir. Mais vous êtes les pionniers, vous avez la technologie maintenant. Il faut maintenant travailler avec vos suppliers pour montrer l'exemple et pour garder cette industrie, s'il vous plaît, en Europe. Et ça, c'est très important. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que le message a été passé. On a le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour la table ronde. Et pour vous remercier, vous avez des délices de la vallée de Joux. À tout de suite.